L'engrenage de la violence en Israël, l'attaque d'un bus à Jérusalem a fait 3 morts. Nouveaux affrontements en Cisjordanie entre l'armée et des centaines de Palestiniens. Dans les 2 camps, les dirigeants multiplient les menaces et les propos guerriers. En Basse-Normandie, le poète et ex-chef de l'État au Sénégal, Léopold Sédar Senghor, s'est éteint il y a 14 ans à Verson. C'est dans cette commune normande qu'il a passé les dernières années de sa vie. Ses écrits, ses photos, ses archives vieillissent. Les collectivités veulent trier et sauvegarder ces trésors. Le bateau à la côte pour le trafic transmanche, fret et transport de personnes sont en hausse. Vers l'Angleterre et l'Irlande, toutes les compagnies augmentent les rotations et embauchent du personnel. 13 fermes d'avenir saluées par 2 associations en France, dont une dans le Sud-Manche, un modèle d'agriculture à part qui permet de faire vivre 4 personnes sur 18 hectares de terre seulement. Enfin, quel dessin nous réserve Chonu? Nous verrons cela en fin de journal. À tout à l'heure, Emmanuel. À tout à l'heure, Guénal. Il faut sauver les archives et les écrits de Léopold Sédar Senghor. Le grand poète, ex-chef de l'État au Sénégal, a passé les dernières années de sa vie à Verson, à côté de Caen. Sa veuve vit toujours dans la maison, mais les collectivités se sont organisées pour préserver ce beau patrimoine lié à la Normandie. Thierry Cléon et Jean-Michel Guillot. Jeudi prochain, l'esprit de Léopold Sédar Senghor planera certainement sur le Conseil régional de Basse-Normandie. À l'heure de l'Assemblée plénière, une délibération décidera de l'affectation d'un budget de 150 000 €, somme à hauteur de laquelle cette collectivité s'engage à participer dans le cadre de la sauvegarde des archives du poète et premier chef d'État du Sénégal. Des photos, des écrits précieux de l'académicien, de l'écrivain, ou bien encore du grand homme politique qui subissent malheureusement les affres du temps. On s'est dit la première des choses à faire, avant tout, c'est de préserver ces archives. On va le faire avec l'IMEC qui va les récupérer pour vraiment les traiter en lien avec la Fabrique du patrimoine qui est un établissement public compétent, et on va faire ça en association avec l'Agglo de Caen évidemment pour mettre cette espèce de première pierre à un édifice qui serait un projet qui arrivera après. Également associée à ce projet, avec ses représentants, Colette Senghor, la veuve de l'ancien président du Sénégal, réside toujours dans la maison familiale de Verson. Cette commune du Calvados, dont le maire a d'ailleurs été à l'origine de cette opération de sauvetage d'un véritable patrimoine littéraire. Président Senghor, homme d'État, poète, grand sage d'Afrique, mais aussi défenseur de la civilisation universelle. Et toute sa pensée est toujours d'actualité. Ces travaux de préservation et de classement s'effectueront tout au long de l'année 2016. À l'heure de la fusion des 2 Normandies, on fêtera d'ailleurs le 110e anniversaire de la naissance d'un certain Léopold Sédar Senghor. Les Normands, non seulement ils sont intelligents, mais ils sont fins. Et c'est pourquoi je définis la normandité comme un lyrisme lucide. Le trafic transmanche se porte bien, notamment sur nos côtes normandes. La fréquentation est en hausse constante, plus 4% pour les passagers, plus 18% pour le fret. Élise Ferré et Claude Leloche se sont intéressés à l'embellie qui profite à Cherbourg. Un ferry en provenance de l'Irlande qui accoste à Cherbourg. Rien de plus normal, et pourtant quelque chose a changé. Depuis peu, à bord, les passagers et les marchandises sont de plus en plus nombreux. Une progression de 17% côté fret, 6% pour le transport de personnes. Chacun a ses raisons de préférer le bateau à l'avion. Pour la pêche du brochet, du coup, on a pas mal de matériel à trimballer, donc plutôt que prendre l'avion, le bateau est la solution alternative, quoi. Par rapport au poids qu'on peut emmener. Ouais, et c'est très, on va dire, c'est très bon marché. Il y a plus d'espace dans le bateau, les cabines sont très agréables et quand vous êtes en vacances, c'est super de ne pas subir le stress de l'aéroport. J'aime beaucoup la voiture, j'aime bien me balader avec mon véhicule dans la campagne pour admirer le paysage. J'aime aller où je veux et parfois en profiter pour apporter du vin français. L'Irish Ferries s'est implanté à Cherbourg au milieu des années 80. Depuis 2007, le début de la crise économique, la compagnie n'avait jamais observé une telle augmentation de sa fréquentation, jusqu'à 10% de hausse. Une bonne partie, c'est dû à l'économie en Irlande qui se porte très bien. Et une autre partie, c'est lié avec le problème de Calais. Cet été, malheureusement, de blocage. Et un autre problème, c'est tous les clandestins qui sont autour de port. Ici, c'est beaucoup plus calme et plus de sécurité pour les chauffeurs fret.
Les Anglais aussi viennent en masse. Toutes compagnies confondues, on compte 14% de passagers en plus entre le port manchois et le Royaume-Uni. Et 66% de hausse du fret sur la ligne Cherbourg-Poole. Hors du département, c'est toute la Basse-Normandie qui profite de cette embellie. L'économie au Royaume-Uni est en belle progression et donc tout ceci est bon pour nous. La parité livre-euro est favorable à ces échanges. Donc ces trafics-là sont des trafics qui s'implantent. En réaction, les compagnies renforcent leur offre. Depuis janvier 2014, la Irish Ferries a ouvert une ligne directe entre Cherbourg et Dublin. Quant à la Britannie, elle compte augmenter ses rotations avec Portsmouth dès le printemps 2016. Et dans cet élan, la Brittany Ferries, présente à Cherbourg comme à Ouistreham, annonce d'importantes créations de postes en CDI. Ces 15 derniers mois, entre 2015 et début 2016, la compagnie aura embauché 400 personnes. Inquiétude du personnel de fabricant de bottes Le Chameau à Caen, dans l'Orne. Pas de nouvelles du directeur depuis 3 semaines. Un plan de charge en baisse. Catherine Bérat, bonsoir. Bonsoir, vous êtes allée sur place dans l'Orne et vous avez pu rencontrer un représentant du personnel. Voilà, c'est la seule personne que nous avons pu rencontrer aujourd'hui et il est inquiet, ce délégué Force ouvrière, évidemment, comme tous les salariés de l'usine, parce qu'ils n'ont pas vu leur patron depuis fin septembre. Nous-mêmes, nous n'avons pas pu rencontrer la direction, nous n'avons pas pu aller à l'intérieur de l'usine et filmer ce qui s'y passe. Donc on sent une espèce de volonté d'opacité de la part de ce directeur. Il faut savoir qu'en 2009, il a racheté une entreprise Belle-Maille dans la Loire, qui était florissante, qui se portait très bien, et il l'a vidée de sa substance, au point qu'elle a fermé ses portes en juin 2014, laissant 58 salariés sur le carreau. Alors forcément, chez Le Chameau, aujourd'hui, on a peur que l'histoire ne se répète. Aujourd'hui, on a plus de 4 dirigeants sur le site. C'est un peu bizarre, quoi. On est complètement à l'abandon. Et on ne vous fournit pas d'explications sur cette absence ? Lors des réunions, diverses réunions, on pose des questions, on n'a pas vraiment de réponse, donc on est vraiment inquiet, quoi. Le carnet de commandes est en baisse, donc les résultats de l'entreprise, bien sûr, s'en ressentent. La charge de travail n'est pas là non plus. Ça a du mal à occuper tous les salariés et la direction ne prend aucune décision. Alors voilà où on en est pour le site français. En revanche, il y a un site au Maroc qui, lui, fonctionne très bien. Au mois de mars dernier, les cuissardes femmes qu'on fabriquait ici ont été délocalisées vers le Maroc. Un peu plus tard, au mois de mai, c'est une partie de la chasseur Néo qu'on fabriquait ici qui est partie vers le Maroc. Donc au fil du temps, on délocalise pas mal, quoi, depuis plusieurs années. Aujourd'hui, voilà, nos réelles questions, est-ce que tout ne va pas finir là-bas, quoi ? Le Chameau, vous le savez, c'est un fabricant de bottes haut de gamme qui appartenait au groupe Lafuma et qui a été repris en 2012 par un fonds d'investissement britannique. L'usine de Caen est l'unique site de fabrication en France. Or, il se trouve que le conseil départemental de l'Orne a mis 100 000 € dans cette usine pour la rénover. Alors évidemment, aujourd'hui, les syndicats se bougent. Ils interpellent les médias, ils interpellent les élus pour obliger la direction à rendre des comptes puisqu'elle a reçu de l'argent public. Et pour essayer de comprendre ce qui se passe, d'ailleurs, une réunion est prévue jeudi à l'inspection départementale du travail à Alençon. Merci Catherine Bérat pour ces informations sur l'usine Le Chameau à Caen. Rouen, coupé du monde, des centaines de forains ont bloqué la ville dès ce matin. Ils refusent que la foire Saint-Martin, la deuxième plus grosse fête foraine de France, soit éloignée du centre-ville. Une réunion s'est tenue en début d'après-midi à la préfecture. Elle s'est soldée par un échec. Les forains poursuivent leur installation sur les quais de Seine. Ambiance très tendue avec les forces de l'ordre. Virginie Ducroquet et Stéphane Lotte. Vers 14 h, quelques camions de forains descendent sur les quais bas rive gauche. L'un d'eux a loué un tractopelle. Il commence à dégager les tas de sable qui empêchent leur installation. Sur les quais hauts, les pneus continuent de brûler. Pendant ce temps-là, rive droite, autorités politiques et représentants nationaux sont réunis. C'est une vraie démonstration de force ? Oui, mais on n'a pas le choix, je crois. On veut juste travailler. Donc on va démontrer qu'on veut travailler puis qu'on va s'installer. Plus ça va, c'est toute l'année. Dans toutes les villes de France qu'on veut nous déplacer. Donc celle-là, c'est la deuxième foire de France. Donc c'est peut-être un exemple. La démonstration de force se poursuit tout l'après-midi. Sur et sous le pont Jeanne d'Arc, 300 forains attendent l'issue de la réunion, s'équipant de masques à gaz contre les fumées et contre les éventuelles bombes lacrymogènes des CRS. À 16 h, les discussions ont échoué. Ils n'ont pas de solution. Tout ce qu'on nous répond tout le temps,
c'est qu'il faut aller au bassin Saint-Gervais à Wellington. C'est pas possible, tout ce qu'on propose, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous allez faire dans les heures qui viennent? Bah, vous avez entendu comme moi, on a laissé le choix à tout le monde prend ses responsabilités, tout le monde va s'installer. S'installer sur les quais bas rive gauche? Bah, on n'a pas le choix, il n'y a pas d'autre endroit. Depuis 5 heures ce matin, les esprits ont eu le temps de s'échauffer. Une vieille caravane est poussée dans les flammes. Vous n'avez pas peur de la montée de la violence? Non, pas du tout. Moi, je me battrai en premier pour ma profession. Moi aussi, pareil. De la Seine, la gendarmerie nationale a surveillé les événements. Certains forains pensent que l'affrontement avec les forces de l'ordre est inévitable. Dans ce dossier de la foire Saint-Romain, le dialogue n'est pas clos selon les pouvoirs publics, mais une intervention des forces de l'ordre est en préparation. Le Gros B, lieu de convivialité, d'échange et de concerts sur la plage de Cioto au Pieux dans le Cotentin, fermera ses portes début novembre. Conflits de personnes, rivalité politique, rancœur, plaintes multiples. C'est un peu Clochemerle sur mer. Et cette fermeture est une des composantes de l'ambiance dans la commune. Stéphanie Potet avec Claude Leloche. À quelques dizaines de mètres du rivage, cette paillote en bois flotté. Le Gros B, c'est son nom et c'est le rendez-vous depuis 9 ans des amoureux de la convivialité et des mélomanes. Car ici, gratuitement, on sert des concerts aux petits oignons. Mais début novembre, la baraque ferme. On arrive à la fin d'un permis de construire précaire qui a été admis en 2013. Et malgré toute la bonne volonté qu'on a pu mettre pour se mettre en réglementation avec ce qui était demandé par la collectivité, on nous a demandé toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et nous, la seule chose qu'on demandait, c'était de la pérennité. Le Gros B est situé à la lisière de la fameuse bande des 100 mètres. Le maire veut que la paillote soit, dit-il, en conformité avec la loi. Il est hors de question de pérenniser l'installation du Gros B dans l'illégalité. Plusieurs avocats et plusieurs personnes de droit nous ont dit qu'un maire pouvait justifier l'implantation malgré la loi du littoral, parce que la DDTM a un avis consultatif et non pas exécutif. Quid alors d'un possible déplacement du Gros B en dehors de cette dite zone? En 2016, nous allons effectivement travailler, et nous commençons à le faire depuis le mois de septembre, sur la pérennisation possible des activités, mais dans un endroit autorisé. On n'a jamais eu l'esquisse d'un plan ou un rendez-vous de travail avec des élus où on nous aurait dit ben voilà, on va vous installer sur cette plateforme-là, sur cet endroit-là. Un collectif s'est créé pour que continue le Gros B, ici ou un peu plus loin. Plus de 4000 pétitionnaires attachés à leur cabane musicale, des amoureux du grand air, celui-là même qui, paraît-il, apaise les situations de conflit. Partons visiter à présent une ferme d'avenir. À l'heure où l'agriculture traverse une crise presque sans précédent, 2 associations viennent de désigner 13 sites en France qui produisent différemment. L'une de ces fermes est située près d'Avranches. La ferme bio du Petit Changeon réussit la prouesse de faire vivre 4 personnes sur 18 hectares. Pierre-Marie Puot avec Joël Amar. Ce serait donc une ferme d'avenir, une exploitation modèle, pourtant bien loin des canons productivistes de l'époque. Tout le troupeau est là, il est petit, donc on a 33 chèvres laitières. En fait, on a un troupeau qui est dimensionné à nos terres et au fourrage qu'on peut produire pour les nourrir et pour faire du lait. Tout repose sur ce principe. La ferme du Petit Changeon est autonome. Les chèvres mangent l'herbe, les ronces et le foin de la ferme et le lait est transformé sur place. L'autre credo, c'est la vente directe pour supprimer les intermédiaires. Les fromages sont vendus sur les marchés et dans les restaurants. La ferme produit aussi de la charcuterie, de la viande et bientôt du pain. Les travaux de la boulangerie sont presque achevés et avec seulement 2 hectares de blé, la ferme est autonome. Ça permettra, avec la farine qu'on a, de tenir l'année sur 120 kg. En fait, on est parti sur 120 kg par semaine, plus les brioches. Ça fait en moyenne de farine, on utilise une centaine de kilos de farine par semaine pour la boulangerie. Peu de charges, pas d'emprunt bancaire et des produits vendus en direct. La ferme est rentable. Elle fait vivre 4 personnes avec seulement 18 hectares de terre. Si le pétrole y monte, si les banques, je sais pas quoi, si l'agro-business, je sais pas quoi, veut diviser le prix par 2, etc., nous, on n'est pas touchés. Donc nous, demain, après-demain, on est encore là, on sera toujours là. Parce qu'on est, on est avant tout autonome et imaginatif, on diversifie,
on va jusqu'au bout de notre démarche. Dernière précision, chacun ici s'octroie un week-end sur 2 et 5 semaines de congés par an. La ferme offre aussi le luxe de pouvoir mener une vie normale. Le deuxième épisode de notre feuilleton de la semaine consacré à Trèves, cette pouliche normande gagnante, 9 victoires sur 13 courses à son palmarès. Elle a une propre sœur, c'est-à-dire une sœur issue des mêmes parents. Cette pouliche était présentée aux ventes de yearlings l'été dernier, mais comme son aînée, elle n'a pas trouvé preneur au prix espéré. L'histoire se répète donc. Catherine Béra avec Jean-Michel Guillot. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vais vous demander un moment d'attention. Je vous propose ici Josra, la propre sœur de Trèves. Rarissime en effet de voir une pouliche avec un tel pédigré aux ventes de yearling de Deauville. D'ordinaire, ces chevaux se vendent plutôt en privé. Imaginez, fille de Motivator et de Trévise, petite sœur de Trèves. Cette pouliche née chez les Aides en mars 2014 n'a pas encore montré ce qu'elle sait faire, qu'elle est déjà une star. Elle est belle physiquement, elle a de jolies choses à faire valoir, mais vous dire que ça va faire une championne, c'est un peu tôt quand même. Encore un peu tôt et pourtant la mise à prix du lot 176 s'élève à 500 000 €. Le ring est bondé. Celle qui porte au front l'étoile de son père et de sa sœur devait être le clou de la vente Arcana cette année. Mais les enchères, comme les courses, ne sont jamais jouées d'avance. Et comme sa grande sœur en 2011, la pouliche n'a pas trouvé preneur au prix espéré. Pas de regret ailleurs. 1 200 000 €. 1 200 000 €. Bien fini. Elle n'a pas atteint son prix de réserve, donc on la garde. Vous êtes déçu? Pas du tout. Pas du tout, parce que moi je suis ravie de la garder, donc je suis absolument pas déçue. C'était quoi le prix de réserve? Ça vous regarde pas. Je suis désolée. C'est pas le genre de choses que l'on peut dire, parce qu'on ne sait pas. Il y a peut-être des gens qui vont venir nous offrir de l'argent. De temps en temps, quand les chevaux sont pas vendus dans le ring, il y a des gens qui viennent les acheter à l'amiable. Donc je peux pas vous dire le prix de réserve. La presse spécialisée a évoqué la somme de 2 millions d'euros. Et la pouliche est toujours au haras du Quesnay pour le plus grand plaisir de Christiane Aide. On est obligé de les vendre, hein. Il faut faire tourner le haras. Nous, on ne la met pas là de gaieté de cœur. Bien sûr que si on avait les moyens de la garder, on la garderait. Mais une jument comme ça, c'est difficile à garder parce qu'elle va permettre, pour nous, elle va permettre de réinvestir, d'acheter des courants de sang un petit peu différents. Et donc, c'est ce que l'on cherche. Et puis, on a la mère, il ne faut pas l'oublier. On a des sœurs aussi. La mère est jeune, la mère a 11 ans, elle va encore produire, donc on aura l'occasion encore d'avoir des sœurs de Trèves, puisque en principe elle va retourner à Motivator l'année prochaine. Donc voilà, c'est la vie. Une jument s'en va et une autre arrive, c'est la loi des courses. Trèves rentrera au haras à la fin du mois et sa petite sœur arrivera à l'entraînement en novembre, chez Christiane Aide bien sûr. La pouliche n'est pas encore baptisée, mais son nom commencera par un T, comme sa mère et sa sœur. La lettre porte-bonheur des Aides. Dans la famille Aide, c'est à la maman de Christiane et de Freddy, épouse d'Alec, qu'il incombe entre autres de trouver les noms des chevaux. Car les Aides, c'est une dynastie autant qu'une tribu, et c'est ce que nous vous raconterons demain. Alors à demain. Une plaque installée hier parc Champlain à Honfleur, au milieu des érables, en présence de la ministre des Affaires francophones d'Ontario. Nous vous le disions hier, un hommage au débarquement il y a 400 ans de Samuel de Champlain, explorateur, navigateur, cartographe et chroniqueur, parti du port de Honfleur en mai 1615 pour le Canada. Isabelle Gann et Najib Ben-Ghazala. 1, 2, 3, allez! Voici le jardin Samuel de Champlain. Une délégation de Canadiens a fait spécialement le voyage à Honfleur pour son inauguration. Il faut dire que là-bas, cet explorateur du XVIe siècle est une célébrité. Champlain, on l'appelle le père des francophones, en fait, des Québécois, des Ontariens, de tous les francophones au Canada. Et Champlain serait très heureux de savoir que 400 ans plus tard, il y a encore des francophones, il y a plus de francophones en Ontario qui parlent français. On savait que Samuel de Champlain était parti de Honfleur et avait fondé la ville de Québec. Ce que l'on sait moins, c'est que lors de son 7e voyage, il a découvert l'actuel Ontario. 400 ans après, la province canadienne met à l'honneur l'explorateur à travers un livre, un documentaire fiction et de nombreuses festivités. Dans les écoles, Champlain est de retour dans le programme d'histoire. On salue le visionnaire
qui voulait coloniser l'Amérique du Nord et qui créa la Nouvelle-France. C'est un grand diplomate. Il a compris que si les Français voulaient s'établir en Amérique du Nord, si on voulait développer le commerce des fourrures, il fallait absolument nouer des liens avec les Amérindiens. Et c'est ce qu'il a fait. Il a beaucoup de respect. Il est le premier à observer, à écrire sur les mœurs, les coutumes des Amérindiens. Il n'est pas là pour les juger. Champlain fera alliance avec les Hurons et les aidera à combattre l'ennemi iroquois. Il encouragera les mariages entre colons et amérindiens. À l'opposé des conquistadors, cet explorateur fait la fierté des francophones de l'Ontario. Alors, quand je vous dis que Champlain est partout, il est même dans le passeport canadien. De la Nouvelle-France d'Amérique, il ne reste aujourd'hui que quelques provinces francophones. Mais si à Honfleur, Champlain est tombé dans l'oubli, outre-Atlantique, son projet force toujours l'admiration. Là où ça bouge, du jazz ce soir, de la danse, du cinéma et du théâtre. Ouvrez bien grand vos agendas. Là où ça bouge, nous sommes à Oulgat pour le festival du film européen qui commence aujourd'hui. Et nous allons en parler avec Sylvain. Mais Sylvain, on va rentrer à l'intérieur parce que là, il fait un peu froid quand même, non? Oui, rentre Jacques, c'est mieux. Ok. On va être mieux là, Jacques. Oui, absolument. Il fait meilleur dans cette belle salle. Je vous invite à venir pour voir jusqu'au 20 octobre le festival du film européen, 256 places. Et on y voit un cinéma très varié, finalement. C'est pas vraiment le moment. Alors oui, l'intérêt, c'est de rester à Oulgat, mais que l'Europe cinématographique vienne à nous et représenter toute cette différence, cette richesse culturelle à travers des films. Notre festival, c'est plutôt un festival de films d'auteur. Donc les thèmes abordés sont plutôt graves, mais on vit, c'est à l'image des sociétés dans lesquelles on vit. On a un panel de pays représentés assez vaste. Oui. Il y a la Hongrie, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Grèce, qui arrivent encore à produire des films. Tant mieux. Combien de films? 23 films. 23 films. Eh bien, écoutez, venez à Oulgat pour ce festival du film européen jusqu'au 20 octobre dans cette jolie salle où il fait quand même meilleur que dehors. Quand même, c'est vrai. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît? Tout ce qui est un peu techno, électro, c'est sympa en concert. Là où ça bouge à Alençon pour vous parler du 10e anniversaire de Jazz Horn Dance. C'est ici à Alençon, mais aussi partout dans le département. À Alençon, il existe un véritable vivier de danseurs hip-hop. Et quand les danseurs hip-hop rencontrent des danseurs contemporains, ça les inspire. Festival Jazz Horn Dance, on est plus dans la création, c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et du coup, ça nous amène aussi sur des scènes comme là, auditorium, théâtre, luciole, des endroits vraiment où on est en création. Des danseurs issus du hip-hop, et non des moindres, Mourad Merzouki, par exemple, Kader Atou, sont à la tête de centres chorégraphiques nationaux aujourd'hui. Donc eux-mêmes ont amené, si vous voulez, le hip-hop à l'excellence, à la créativité chorégraphique, et ont fortement influencé effectivement les chorégraphes dits contemporains et les chorégraphes classiques. 5 grandes compagnies de danse se produiront jusqu'au 24 octobre dans l'Orne. Jazz Horn Dance, ce sont des stages, des spectacles, des rencontres. Là où ça bouge! Ouais! Mais c'est n'importe quoi, ça y est. Demain, Là où ça bouge sera toujours dans l'Orne au Forum de Flair pour écouter Philippe Torreton qui lira des textes d'Alain Leprest. Tu sais bien que tout va y passer. Rimbaud, le fric, la guerre, Isabelle et l'alcool, maman, les putes et moi, Paris, Dieppe et Québec. Salut, c'est Jane Horseman, je suis dans Là où ça bouge. Quand on écoute ce titre, Somebody, on a l'impression que c'est plus ouvert qu'avant au niveau musical, je me trompe ou pas? Ouais, on va dire que ça reflète un petit peu l'état d'esprit actuel. Donc voilà, il s'est passé plein de super choses cette année, plein de premières parties super.
Et puis ben, je lâche, voilà, les chevaux, voilà, les nouveaux chevaux. C'est assez cinématographique, c'est vrai, quand je compose, j'ai toujours plein d'images dans la tête. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, c'est une chanson sur plutôt les sentiments, par rapport à un sentiment d'abandon, par exemple la fin d'un couple, ça parle de ça, tu vois. Mais par contre, c'est enrobé d'images, et donc c'est un peu scénographié, voilà. Et dans la tête, tu vois, on peut parler de sentiments, mais on peut en parler de manière western, de manière africaine, de manière... Puis là, ça mélange un peu tout ça. En tout cas, c'est demain soir à 18 h en apéro-concert au Big Band Café Hérouville et c'est gratuit. Exactement. Ça, c'est bien. Emmanuel, encore une entreprise de la région en difficulté? Oui, le chameau, c'est la traversée du désert. Les salariés continuent de bosser. Hein, voilà. Le problème, c'est que cet animal, voyez-vous, il continue d'avancer même quand il n'a plus de tête. Donc on leur souhaite bonne chance.